Alors maintenant, étant donné que nous avons cette idée générale sur l'Afrique par rapport à l'exportation des produits qui nécessitent une main-d'œuvre qualifiée et également l'autodescription, maintenant, qu'est-ce qui se passe au sein du continent africain, entre les 54 pays? Et là, je vais faire référence, bien évidemment, à ces 4 dimensions. Nous allons prendre chaque dimension et chercher les scores de chaque dimension fournis par les instances internationales et voir le classement de ces pays par rapport à chaque dimension. Et là, si nous regardons par exemple les pays africains sur l'indice du capital humain, le capital humain, c'est au passage, il faudra le définir comme étant le stock des capacités humaines économiquement productives qui englobe le savoir, la santé et les compétences. Et que ce capital humain, bien évidemment, d'abord, il pourra s'acquérir, se préserver, s'acquérir à travers l'éducation, bien sûr, se préserver, se développer à travers la formation continue et à travers l'intérêt porté à la santé de l'individu. Donc, il ne faudra pas l'oublier. Plus on a un système de santé efficace, plus on a un capital humain robuste, qui permet, bien évidemment, de faire face au choc externe. Donc, si nous regardons, par exemple, ce capital humain, regardez 54 pays, nous n'avons que 5 pays qui ont un capital humain qui dépasse les 60 points. Tous les autres pays ont un capital humain soit entre 20 et 40, soit entre 40 et 60. Mais si nous regardons, nous avons trouvé 2 pays en Afrique du Nord et 3 pays insulaires, à savoir Cap-Vert, Seychelles et l'île Maurice, qui ont pu, depuis leur indépendance, développer un capital humain à travers, bien sûr, l'éducation, à travers l'enseignement supérieur. Là, c'est un très bon score, des bons résultats qui nous permettent, bien évidemment, d'avoir une sorte d'afro-optimisme, de dire que nous sommes en train d'aller vers de l'avant. Au niveau de la qualité des institutions, on voit aussi, si nous regardons bien sûr rapidement, plus de 3/4 des pays africains ont un score inférieur à 50 points. Donc, quand je dis un score inférieur à 50 points, c'est d'avoir une mauvaise qualité des institutions. Au niveau de la qualité des institutions, l'île Maurice est classée 21e rang mondial avec un score de 65%. Et à chaque fois, regardez, à chaque fois qu'on aborde une dimension, il y a l'île Maurice qui sort. Et si on pourra parler de l'île Maurice, on ne pourra pas s'arrêter, on passera des journées pour parler de l'île Maurice. Le Rwanda est classé 36e avec 63 points, les Seychelles 42e, le Maroc est classé 45e mondial avec 60 points. Donc, à chaque fois également, il y a les pays, notamment les pays de l'Afrique de l'Est, ils ont un système anglophone et ainsi de suite, d'éducation anglophone, ils sont très bien avancés en termes d'éducation, en termes de formation. Et le Maroc également sort avec ces pays. On est en train de filtrer petit à petit les 54 pays pour arriver à un résultat final. Au niveau de l'indice technologique, nous avons l'île Maurice, qui est un indice qui, bien sûr, qui concurrence les pays développés, à savoir l'Italie, la France, la Chine, l'Inde. Donc, un score qui dépasse les 60%. Et enfin, si nous regardons l'indice d'infrastructure, nous avons le Maroc qui est très bien développé en termes d'infrastructure et l'Égypte. Donc, si nous faisons un résumé de ces points, rassemble tous les points par rapport à ces 3 dimensions, on trouve que l'île Maurice est classé premier pays africain en termes de ces 4 dimensions. Nous avons le Maroc 3 points, Cap-Vert 2 points, Seychelles 2 points, Cap-Vert 1 point, Rwanda 1 point, Tunisie 1 point, Égypte 1 point. Donc, les pays qui sont à la tête de ces 4 dimensions, nous avons l'île Maurice et le Maroc. Maintenant, on se pose la question, quelles sont les recettes miracles qui ont fait que l'île Maurice et le Maroc arrivent à améliorer leur système d'enseignement supérieur et quelles orientations ont été faites par ces pays de l'enseignement supérieur? Quelles formations ont donné à la population marocaine et mauricienne? Alors, si nous regardons par exemple l'inscription à l'école de l'enseignement supérieur, on trouve que le Maroc, 10%, 10%, qui a bien sûr, ce sont des données prises de la Banque mondiale, 10%, 10,18% en 2000, à aujourd'hui 40,62% en 2020. Les Maurice, de 11 à 44%. Le monde, la moyenne mondiale, c'est de 16,19 en 2000 à 40,3%. Donc il y a un dépassement de la moyenne mondiale. Donc nous sommes sur la bonne voie en termes d'accès à l'enseignement supérieur. Je ne parle pas de la qualité. Alors, qu'en est-il de ces
de ses avantages, de ses améliorations sur l'exportation des produits à fort potentiel technologique entre l'île Maurice et le Maroc, et également sur l'indice développement humain. Hein. Maintenant, on veut voir les résultats de ces efforts. Si nous regardons par exemple, l'île Maurice investit massivement. Si vous regardez, le Maroc dépasse largement l'île Maurice dans le domaine de l'exportation de certains produits à moyen, au moins à moyen potentiel technologique. Okay, si nous regardons par exemple les artistes de manufacture à technologie et compétences moyennes, on trouve qu'entre 2000 et 2020, le Maroc est passé de 5 à 28%, alors que l'île Maurice est passée de 2 à 4%. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette comparaison? Eh bien, c'est l'île Maurice, depuis son indépendance en 1968, a pu orienter son système éducatif vers les services, notamment les industries touristiques, l'offshoring, les finances, parce que c'est une petite île de 2000 km avec 1 200 000 habitants, et ce qui fait une densité de 623 625 habitants. Donc, ils n'ont pas énormément de ressources, pour pouvoir bien sûr s'insérer dans les chaînes de valeur mondiale en termes industriels. Donc, ils ont opté pour l'évolution du système de tourisme. Donc, c'est un pays de 1 million, reçoit 10 millions de touristes chaque année, voire plus. Le Maroc s'est orienté vers un secteur exportateur tel que l'automobile et les câbles électroniques électriques, étant donné bien évidemment son positionnement géographique, et étant donné également son expérience dans le textile. Vous savez, en 2005, le 1er janvier 2005, quand il y avait l'abolition de l'accord multifibre, donc le Maroc a pu abandonner ce secteur de textile vers le secteur électrique et les câbles électriques et électroniques. Maintenant, le résultat sur l'indice développement, c'est là où il y a le problème. Lorsqu'on regarde, donc, en termes d'exportation, en termes économiques d'exportation des produits, nous avons une avance du Maroc par rapport à la l'île Maurice, mais en termes de développement humain, là, il y a un problème au niveau du Maroc. Donc il faudra, et peut-être j'espère que ce sera un débat sur ces inégalités en termes de développement. Pourquoi? Parce que quand j'ai défini ça le capital humain, j'ai dit qu'il peut s'acquérir, se préserver et se développer à travers la santé pour tel individu. Et c'est là où, selon regardant les trois dimensions de l'indice de développement humain, on trouve le revenu, l'éducation et la santé, l'espérance de vie. Et c'est là où l'île Maurice est considérée aujourd'hui comme étant se trouve au premier rang africain et 60e à l'échelle mondiale, alors que le Maroc est 10e à l'échelle africaine et 121e à l'échelle mondiale. Et bien sûr, il est devancé par la Libye, qui est aujourd'hui en instabilité politique, et il est devancé par la Tunisie, et également devancé par l'Algérie. Ce sont des pays qui sont fortement concentrés sur l'exportation de matières premières, et aujourd'hui nous avons un Maroc qui a des défaillances en termes de l'indice de développement humain. Bien sûr, la raison, ça a été bien sûr l'établissement de nouveaux modèles de développement, mais aujourd'hui on attend des résultats en termes de l'amélioration du développement humain à l'échelle africaine et à l'échelle internationale. Si nous regardons également la stratégie, nous avons dit pour l'île Maurice, il y a une stratégie bien sûr orientée vers les services, et une stratégie également dès le départ. Si nous regardons par exemple le financement, la répartition des dépenses publiques d'éducation en Afrique selon le niveau d'enseignement, on trouve que l'île Maurice investit massivement dans le primaire et le secondaire. Le supérieur, c'est le seul souci qui reste à l'île Maurice. Donc il investit dès le départ du processus éducatif. On investit massivement dans le primaire et le secondaire, et l'enseignement supérieur, il lui réserve un petit budget, parce qu'il a un objectif très élevé. Par contre, le Maroc aujourd'hui investit bien sûr dans la recherche et le développement dans le supérieur, plus que dans le primaire et le secondaire. Et ce n'est pas le cas de l'île Maurice, c'est de l'Afrique, toute l'Afrique de l'Est. J'ai dit tout à l'heure, l'Afrique de l'Est est fortement dynamique sur le plan économique et sur le plan social. Si nous regardons par exemple les dépenses d'investissement en pourcentage des dépenses publiques d'éducation en 2018, l'Afrique de l'Est investit massivement dans bien sûr le secondaire, 11% qui dépasse toutes les autres régions secondaires, qui prépare l'étudiant à un enseignement supérieur, bien évidemment, ce qui lui facilite bien sûr l'absorption technologique et ainsi de suite. Donc il y a une base, il travaille sur la base de l'éducation. Après, je passe là pour arriver à la conclusion. Il y a
aujourd'hui, si nous regardons dans l'agenda 2063 ou dans les objectifs de l'Union africaine, il y a une prise de conscience quant à l'importance de l'enseignement supérieur au développement socio-économique. Cette prise, elle est là, elle existe. Il y a une prise également de conscience par la Commission de l'Union africaine, à travers l'agenda 2063, de mettre en place un espace africain de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui permettrait aux États d'assurer leur compétitivité et leur croissance. L'accessibilité à l'enseignement supérieur est l'un des 7 indicateurs de la stratégie continentale en matière d'éducation. Donc, un volet de l'enseignement supérieur est capital dans les stratégies et les politiques de l'Union africaine. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, cette stratégie semble plus efficace dans certains pays insulaires, à savoir Seychelles, île Maurice et Cap-Vert, et en Afrique du Nord, notamment la Tunisie et le Maroc. Mais il faudra encore travailler davantage pour pouvoir améliorer ce secteur qui devient aujourd'hui capital pour que l'Afrique fasse face à des défis externes et saisisse également les opportunités présentées par les différentes puissances étrangères. Je vous remercie. Merci beaucoup, Seychelles, pour cette intervention très, très intéressante qui est assez riche, qui montre un petit peu cette Afrique qui, malheureusement, quand on regarde même au niveau de l'indice du développement humain que vous présentez ici, reste encore à la traîne, même si certains pays font beaucoup d'efforts. Le Maroc, malheureusement, vous l'avez souligné, est encore très, très loin à ce niveau-là. Question qui, comme vous l'avez encore souligné, ça fait partie peut-être des causes principales de la remise en cause du modèle de développement ici chez nous. Je retiens une chose qui semble intéressante au départ, et c'est un point positif, il me semble. On a tracé tout à l'heure avec Madame, je ne peux pas dire pessimiste, ou en tout cas, surtout à la fin, sur le contexte marocain, parce que c'est des choses, on est là aussi pour souligner vraiment ce qui ne va pas, c'est le plus important. Et là, on a une lueur d'optimisme en quelque sorte sur le Maroc, mais restons quand même à l'échelle de l'Afrique. C'est une comparaison à l'échelle de l'Afrique et quand même on a envie de faire mieux en tout cas. Et le Maroc sort avec la Tunisie, avec l'île Maurice, qui est un cas spécifique dans le cas africain. Grâce à sa spécialisation dans les services, pour des considérations aussi, je pourrais dire spatiales, voire même tout simplement par rapport surtout au tourisme et paradis fiscal aussi, qui a fait que ce petit pays-là, il a beaucoup s'est développé d'une manière fulgurante. Si je reviens au niveau du Maroc, vous l'avez comparé avec vous avez pointé plutôt le doigt sur les exportations et la dotation, on va dire, en matière de qualification dans les exportations. Et c'est vrai qu'on est, pour la plupart des pays d'ailleurs d'Afrique, ça reste quand même très, très concentré, l'indice RHH, en tout cas de Herfendel et Hershman, et le ventre, on est encore très concentré. Et ça, peut-être je poserai une question. Est-ce que ce n'est pas juste simplement le résultat d'une spécialisation, plutôt des avantages comparatifs qui restent un petit peu très, quand on est un certain nombre de produits limités à très faible valeur ajoutée, et puis il y a une transformation aussi à l'échelle mondiale. J'ai vu, peut-être que vous ne l'avez pas tout présenté, à un moment donné j'ai vu la courbe de sourire, où on voit que la valeur ajoutée aujourd'hui, si on compare les années 70 à aujourd'hui, il est concentré davantage dans les activités au niveau de l'entreprise, dans la recherche et développement, dans le design et la conception, et puis la commercialisation et le marketing, et que la valeur ajoutée qui est intégrée dans la production aujourd'hui est très 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 faible. Ce qui a fait qu'on est arrivé à une transition vers la délocalisation, vers les pays à bas salaire, mais cette transformation on la voit encore aujourd'hui. On est sorti de la crise Covid, ou presque. Il y a une tension sur le marché de travail d'une manière générale, que ce soit en Europe ou aux États-Unis.
Et ça donne, peut-être on peut la relier avec cette histoire de l'inflation qui est de l'ordre structurel qu'on avait discuté la dernière fois. Il y a cette tension sur le travail, la productivité du travail baisse, malgré que les pays riches eux-mêmes ils ont les moyens, est-ce que c'est une histoire de moyens du coup, et que la productivité n'augmente pas malgré le progrès technologique un peu très très important sur les 30 dernières années. Est-ce que l'intelligence artificielle, je reprends l'idée de notre ami tout à l'heure, n'a pas encore abouti, comme il disait à un temps, un prix Nobel solo dans les années 80, 70, 80, je vois des ordinateurs partout, sauf dans la productivité, ou en tout cas dans la comptabilité nationale, et il fallait quelques années plus tard pour que ça apparaisse. Est-ce qu'on est dans cette situation-là? Voilà des questions qu'on pourrait rajouter sur cette question de spécialisation du Maroc, encore sur les activités qui demandent encore de la main-d'œuvre n'est pas très qualifiée. C'est une structure de l'économie. Est-ce qu'on n'a pas mis les réformes qu'il faut pour avoir la qualification? C'est-à-dire d'aller vers ce qu'a fait la Corée du Sud ou Singapour, par exemple. Ils ont misé sur la recherche, sur l'éducation pour en faire un modèle. Ou est-ce que, je vais peut-être finir par cette question-là avant de donner la parole à la salle. Vous savez, on est dans une fac d'économie. Les économistes, je reviens sur peut-être une des remarques, la dernière remarque sur le fait que est-ce qu'un pays comme le Maroc et est-ce qu'un pays comme le Maroc, par exemple, si on le voit au niveau de l'Afrique, c'est un débat, une discussion entre économistes qui se spécialisent des questions de la croissance et du développement. Est-ce qu'on devrait mettre le paquet sur la recherche et l'enseignement supérieur? Ou est-ce qu'on est encore dans une phase, dans un mode de production de pays en développement qui ne nécessite pas encore ce volet-là, qu'on a beaucoup à faire au niveau de l'éducation primaire, secondaire? Notre économie a besoin beaucoup plus, peut-être, de bac plus 2 de techniciens, je résume. Ça, c'est les travaux d'Aguillon, ces discussions avec Acemoglu, qui vraiment ont des débats très, très intenses à travers des études économétriques qui montrent en fait que les pays qui sont dans le stade de développement, qu'ils ont misé sur l'éducation primaire, secondaire, pour aboutir à une qualification pas de haut niveau pour aller vers les frontières de technologie. Je ne suis pas là pour concurrencer les États-Unis et l'Europe, mais je serai là peut-être à concurrencer des pays comme certains pays de l'Est. Et donc le focus doit se faire dans cette étape-là. Ou plutôt, pour ceux qui vont dans l'enseignement supérieur ou la recherche, c'est des pays qui doivent innover sur eux-mêmes. C'est-à-dire que la frontière d'innovation, il faut qu'ils l'avancent encore. Et là, ils ont besoin, bien sûr, pour avancer, beaucoup plus de dépenses et d'efforts au niveau de la recherche et au niveau de l'enseignement supérieur. Je crois qu'on n'a pas, et il me semble, sur ce débat-là, mais je n'ai pas vraiment une idée claire, c'est que ces pays-là et le Maroc n'a pas porté très attention à cette phase de primaire, secondaire d'abord, pour avoir c'est-à-dire une masse qui est très compétitive sur ce qu'on peut appeler le mode imitation. D'arriver déjà à imiter convenablement, comme ce qu'elle a fait la Chine depuis quelques années, maintenant certainement est dans l'émergence et fera partie certainement du pays développé quand on regarde l'indice de développement. On est encore loin, mais en tout cas sur une trajectoire. Dernière question, peut-être à Madame Hakam tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait dire qu'au niveau du Maroc, on est dans cette logique de reproduction sociale, si je reviens à l'inégalité dans l'enseignement, c'est-à-dire que je n'ai pas les moyens pour amener mes enfants dans des écoles privées ou des universités privées, je suis un petit peu dans la reproduction sociale au sens de Bourdieu, et ça crée, et ça créera toujours les inégalités. Et est-ce que l'université, comme les réformes qu'on annonce encore aujourd'hui, sont malheureusement dans le statu quo et qui ne permettent pas encore d'aller vers la réduction de cette inégalité. Je vous remercie tous les deux pour vos exposés et j'ouvre tout de suite une séance de 10 à 15 minutes de questions à nos invités. Donc je suis à vous, s'il y a des questions dans la salle. Non? Pas de questions?
C'est offert, ça donne. C'est offert de toute faculté. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Merci pour les intervenants, Madame Afifa Hakam, Sidi Hicham Hafid, voilà, d'avoir partagé avec nous vos réflexions sur la problématique. Vous savez, on a appris beaucoup de choses en vous écoutant. Juste une petite réflexion par rapport à la présentation de ces Hafid. Parce que quand vous avez parlé des exportations, surtout en liaison avec le contenu technologique des produits, ça m'a fait rappeler des choses, des travaux il y a une vingtaine d'années. Et là, j'aimerais bien attirer l'attention sur le fait que même à l'intérieur du Maroc, si on fait la comparaison entre les entreprises qui font de l'exportation, et si on souhaite endogéniser les expériences, les exportations, en cherchant des variables explicatives, à savoir l'effet de l'enseignement, ou plutôt l'effet du capital humain sur les exportations, il ne faut pas oublier qu'au Maroc, il y a des entreprises étrangères et des entreprises domestiques. Et en fonction des résultats que j'ai obtenus il y a quelques années, les entreprises étrangères dominent les entreprises marocaines en ce qui concerne les performances mesurées, par exemple, par le salaire. Le salaire distribué par les entreprises étrangères dépasse de loin, on va dire, les rémunérations attribuées par les entreprises marocaines. La productivité aussi du travail. Les entreprises étrangères sont plus productives que les entreprises marocaines. L'exportation, c'est-à-dire on trouve les entreprises étrangères localisées dans les industries de forte et moyenne technologie, alors que les entreprises marocaines sont concentrées plutôt dans les industries, on va dire, de faible technologie. Déjà, rien qu'à l'intérieur du Maroc, il y a ce gap, ce fameux gap entre les entreprises étrangères et les entreprises marocaines. Chose qui mérite, on va dire, une attention en ce qui concerne les facteurs qui expliquent, on va dire, ce gap. Et à ce titre, je suis tout à fait d'accord pour attribuer, on va dire, au capital humain un rôle très important qui explique, on va dire, les disparités. Et merci. Abdullah Yousfi, donc professeur à la faculté de droit suisse. Je remercie Madame Hakam et Monsieur Hafid de leur présentation qui ont été très très riches au niveau des informations. Donc ma question à Madame Hakam. Donc vous avez dit que, est-ce qu'on peut dire que donc l'éducation a une forte corrélation avec l'emploi? Donc si oui, est-ce qu'on peut dire que l'éducation ou l'enseignement, c'est le seul facteur qui influe la répartition de la richesse au niveau des pays? Et merci. Allez, on continue. C'est Hicham, oui, tout. Bonjour tout le monde, c'est Hicham Atoche de cette faculté également. Je tiens à remercier les deux intervenants pour la qualité de ce qu'ils nous ont présenté et partagé. Surtout, on découvre qu'en réalité, les économistes depuis longtemps se sont intéressés à la question, et plus particulièrement parce que ça touche déjà au nerf de la guerre qui est la richesse, la création de la richesse. J'aimerais bien poser une question à M. Hafid. Quand on dit que l'Afrique il est nécessaire à l'Afrique de développer ses capacités productives, là j'ai en tête un petit bémol et un petit souci, c'est que ce n'est pas un bloc compatible. Beaucoup on parle, même moi on parle de l'Afrique, oui c'est vrai, il y a du potentiel, il y a mais ce n'est pas un bloc homogène, ce n'est pas un bloc qui décide de lui-même. Je suis conscient de ce que je partage parfois. Certains pays, par exemple de l'Afrique, ont besoin de grandes puissances rien que pour développer leur infrastructure avant de me parler de l'éducation en elle-même. Et pas en termes de bailleurs de fonds,
mais plutôt de partenaires directs pour disposer de terrain pour des cinquantaines et centaines d'années. Donc, à mon sens, quand on discutera cette question de l'Afrique qu'on bloque, il est nécessaire de faire cette, peut-être de la voir comme dispersée plus qu'un bloc. Pour Mme Hakam, rapidement, j'interpelle en vous votre expérience, bien évidemment, dans le département. Et j'étais dans le département il y a longtemps, c'était entre 2001 et 2006, dans la direction de la prospective. Et ma question est très simple. Les inégalités d'aujourd'hui que nous constatons dans notre système d'enseignement supérieur n'est-elle pas une question de choix, de trajectoire, de stratégie et en fin de compte de réforme, réformer la réforme. Donc en réalité, bien évidemment, de déphasage entre le niveau politique décisionnel et le niveau opérationnel. Parce que là, on est, en fait, ce que nous constatons, que ce soit même sur le marché de travail, que ce soit dans les résultats de nos étudiants, que ce soit dans tous les mots que nous avons constatés, politique et opérationnel, et cette machine, je dirais, des choix, des trajectoires, des réalisations et de réformes. Merci infiniment. Merci beaucoup. On va s'arrêter avec la dernière. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur Rachid Matawi, ancien chercheur à la faculté de droit Bagdad. Merci à aux deux intervenants pour cette qualité d'intervention que vous avez fait aujourd'hui. Ma question à Mme Hakam concernant la corrélation entre le niveau de l'éducation qui a été mis en place et le niveau de la richesse ou bien le niveau de la rémunération. Comme vous voyez aujourd'hui, on constate un certain phénomène de tertiarisation démesurée dans notre économie. Je m'explique qu'aujourd'hui, on assiste avec le phénomène de la digitalisation de notre économie. Il y a pas mal de métiers qui ont pris de l'essor ce dernier temps avec, bien sûr, le phénomène du Covid-19. Donc, certains métiers qui ont pris du sort. Et qu'en est-il de cette corrélation entre éducation et rémunération ou bien la richesse des individus? C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit certains métiers qui ne nécessitent même pas un certain niveau d'éducation, mais même de formation. Et en fin de compte, et par conséquent, pour cette problématique d'inégalité de ressources au niveau des différents types de ménages. D'accord. Merci. C'est monsieur derrière. Oui. Et après, Bonjour. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue vivement cette initiative. J'aimerais bien réagir par rapport à l'intervention de Madame Hakam et également par rapport à la présentation de Monsieur Hicham. En parlant de la réforme, de la Charte nationale de l'éducation et de la formation jusqu'au débat actuel concernant l'amélioration, l'accélération de l'écosystème de l'enseignement supérieur. Moi, personnellement, en essayant d'étudier tout ce qui a été publié en termes de législation, de règlement, en termes de recommandations, et même je donnais beaucoup d'importance au débat qui a été abordé même dans l'informel, je crois qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui découlent de ces débats nationaux. Et les inégalités peut-être résident dans la volonté, dans la conception, dans l'expérimentation. Est-ce que vraiment tout le monde, tous les acteurs de l'opération pédagogique s'engagent effectivement dans l'esprit de la démarche pour accompagner le changement et mener à bien
notre enseignement pour qu'il réponde exactement aux objectifs, voilà, ciblés par le monde socio-professionnel. Ok, madame, si vous voulez. Et, Vous pouvez... rapidement. Juste à M. Hicham pour... Récemment, j'ai effectué une petite visite virtuelle dans les différentes universités égyptiennes. D'ailleurs, l'Égypte regroupe un certain nombre d'établissements étrangers donc, qui présentent un groupe hétérogène. Et ils ont beaucoup, à mon sens, d'après ce que j'ai remarqué, ils ont une expérience quand même qui mérite d'être citée dans le domaine des technologies numériques, dans le domaine de la conception, dans le domaine de la production et dans le domaine des déploiements de ces technologies via des plateformes spécialisées. Alors, je crois que vraiment tout à l'heure, lorsque j'ai vu un chiffre en comparant le niveau technologique par rapport à celui d'Égypte, alors j'espère que, faute de ma part, je ne suis pas en erreur. Et l'expérience de l'Égypte, compte tenu également de son classement en QI, puisqu'il occupe, après l'Afrique du Sud, presque les premières positions voilà, des universités en matière de gouvernance et en matière de la promotion de l'enseignement supérieur. Merci. Merci. Bonjour, professeur Nawal bin Saïd à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé. Je vous remercie pour votre intervention, professeur. Et c'est un sujet qui est d'une extrême importance, qui nous concerne tous en tant que citoyens, en tant que parents, en tant qu'économistes et en tant qu'enseignants. Alors, la situation à laquelle on est arrivé aujourd'hui, je parle surtout en termes de qualité de l'enseignement. Déjà, je fais une petite distinction, ou plutôt une séparation entre l'enseignement primaire jusqu'au secondaire et qualifié, c'est-à-dire lycée, et l'enseignement supérieur à part. Quand je parle de qualité, j'ai une question qui vient à l'esprit et qui se pose. Est-ce que cette situation à laquelle on est arrivé aujourd'hui n'est pas attribuable à la responsabilité de l'État? Je m'explique. C'est-à-dire, moi quand j'étais petite, l'enseignement privé n'existait presque jamais. N'existe presque pas. Et surtout, quand je parle par exemple, les étudiants qui passaient leur baccalauréat dans un lycée privé, c'était une honte, et c'était parce qu'ils étaient chassés de l'enseignement public. Donc, c'est la raison pour laquelle c'était comme un backup pour obtenir leur diplôme de baccalauréat. Donc, on assiste à une privatisation de plus en plus observé au niveau de l'enseignement, surtout jusqu'au baccalauréat, chose qui n'est pas observée au niveau du supérieur, je relativise, parce que il y a toujours l'enseignement public qui soi-disant, qui persiste au niveau du supérieur, mais quand on parle de qualité, c'est attribuable surtout à la base. Donc ce désengagement de l'État, est-ce qu'il n'est pas la cause principale de la situation qu'on est en train de vivre actuellement? Et quand je dis la situation qu'on est en train de vivre actuellement, c'est ce qui fait, c'est le supérieur, c'est ce qui fait les compétences, c'est ce qui fait les compétences qu'on cherche au niveau du marché du travail, et c'est ce qui fait cette place ou ce poids qu'a une économie et qu'a le Maroc sur la scène internationale à travers ses produits exportés, à travers sa place au niveau de l'économie mondiale ou de la sphère mondiale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais essayer de parler en général pour ne pas trop prendre de temps. L'éducation est un élément clé. Il y a certainement d'autres facteurs, comme la justice, comme la santé, comme beaucoup de choses, le système économique, etc., qui jouent dans le cadre de la bonne répartition des richesses. Mais
si on ne fait pas une bonne éducation de qualité pour permettre au capital humain d'agir comme il faut, on ne pourra jamais réaliser pas unique, mais au moins lutter contre cette inégalité qui existe dans le pays, cette injustice. Ce qui me pousse à parler d'une chose, c'est que vous avez dit tout à l'heure, il y a une question sur est-ce que c'est l'éducation pour les métiers où il n'y a pas d'éducation. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de la pensée économique, quand j'ai parlé du capital humain, j'ai dit qu'il y avait d'autres formations qui jouaient dans la formation du capital, d'autres éléments qui jouaient dans la formation du capital humain, notamment la formation dans les entreprises. Donc ceux qui sont sur des métiers, qui réussissent les métiers, ils ont évolué dans les entreprises et ils ont appris dans les entreprises. Et l'éducation dans les entreprises est un élément essentiel. Il faut absolument que les gens ne se limitent pas à leur diplôme, mais continuent à apprendre tout au long de leur vie. Il ne faut jamais s'arrêter et dire « j'ai le diplôme, c'est fini ». Je crois que c'est notre problème au Maroc. Nous sommes imbus d'un diplôme et nous considérons que nous détenons le savoir. Non, le savoir n'est détenu par personne. Il faut absolument aller de l'avant pour arriver à améliorer ces connaissances et aller dans le système productif. J'enchaîne sur un élément très important. La formation professionnelle au Maroc a été longtemps méprisée. Et on ne voulait pas que nos enfants, à commencer par moi, que nos enfants aillent faire la formation professionnelle. Il fallait absolument passer par le primaire, secondaire, s'attacher, aller à l'université, sans savoir est-ce que ces enfants vont avoir un diplôme qui va leur permettre d'être employés ou pas. Pourquoi? Parce que la formation professionnelle, au début, était destinée à ceux qui ne réussissaient pas. Donc, on sortait les gens du primaire qui ne réussissaient pas, on les mettait dans la formation professionnelle. Il faudrait, dans l'enseignement supérieur, prévoir des sections de formation professionnelle doctorante et ne pas se limiter à un bac plus 3 pour la formation professionnelle et leur dire allez travailler sur le marché du travail. Ça ne donne rien. Il faudrait que les gens aillent donc sur des masters technologiques. Il faut aller dans ce sens pour permettre au capital humain d'être en relation avec les besoins du marché du travail. Mon expérience dans le département, effectivement, j'en ai vu. J'ai vécu même des réformes. J'ai participé, j'ai même pas participé parce que je me suis retirée dès le début. Les réformes sont des réformes pour moi qui se font pour faire la réforme. Alors on se réveille un jour, on se dit écoutez, le système ne marche plus, alors on va faire la réforme. Et le système supérieur, l'enseignement supérieur fait sa réforme, l'enseignement primaire fait sa réforme. Je ne comprends même pas pourquoi on n'a pas un seul ministère. Il faut un seul ministère. Il n'y a pas primaire, secondaire, etc. et supérieur. Il y a un seul ministère. Et je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Mme Bessaïd. Effectivement, moi aussi, quand j'étais élève, c'était ceux qui n'étaient pas bons et qui ne voulaient pas étudier, etc., qu'on mettait dans le système privé. Et actuellement, on est en train de privatiser, on est en train de donner l'enseignement de l'élite. Écoutez, la médecine est privée, l'architecture est privée, la médecine dentaire est privée. Mais c'est des millions par an. Est-ce que tous les parents marocains ont les moyens de mettre leurs enfants dans des systèmes pareils? Et c'est des systèmes qui ne sont même pas adossés sur des CHU ou des formations avec des stages. C'est des systèmes sur des choses vraiment très théoriques. Et après, vous allez chez le médecin, il va vous opérer, il n'a jamais opéré. Vous allez chez le dentiste, il va vous casser les dents, il n'a jamais soigné. Vous allez chez un architecte, il va vous construire, il n'a jamais fait le stage. Bon, je ne me mets pas en doute la formation dans le privé parce qu'il y a certaines formations qui sont correctes, mais la prolifération de sections dans le privé pour attirer l'élite et laisser les autres, alors ça c'est un facteur de manque de confiance dans l'université publique et un facteur de retrait et de désengagement de l'État. Ceux qui veulent étudier, ils vont dans le privé. Ceux qui veulent rester dans l'enseignement public, eh bien qu'ils aillent se débrouiller avec eux. Ça, c'est grave. C'est grave. C'est un désengagement d'État. Et tous les auteurs, depuis le début, ont mis l'accent sur la gratuité et même l'octroi de bourses aux enfants qui sont des petits génies et qu'on doit
collectés parmi la population pauvre. Donc ça, c'est vraiment très important. Je rejoins les autres. Donc voilà, j'aurais voulu trop discuter avec vous. Moi, j'en ai plein la tête. J'ai travaillé sur ce sujet une dizaine d'années. Alors voilà. Merci beaucoup. C'est certainement continuera. Il y a la session qui va venir tout à l'heure. C'est Hicham. Rapidement, merci d'abord pour vos réactions qui sont très intéressantes. Par rapport à l'exportation des produits à fort potentiel, pas un fort potentiel, c'est un moyen potentiel technologique, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que si nous regardons la nomenclature des exportations, elle est dominée par les entreprises étrangères. Mais Dieu merci, nous avons cette évolution, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, parce que le choix de l'enseignement supérieur par le Maroc a été orienté vers la formation professionnelle, par +2, et puis on lance vers les entreprises qui absorbent ces techniciens pour pouvoir bien sûr renforcer les exportations et par voie de conséquence avoir des devises. Il y a un débat sur les exportations, on ne va pas rentrer dans le détail. Au niveau de l'Égypte, oui, effectivement, je reviens vers vous, au niveau de l'Égypte, ce sont les données de 2021. Peut-être c'est demain après-demain, l'Égypte fournit ces données et ses compétences à la Banque mondiale, on pourra les voir à travers les scores fournis par la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui distribue ces scores. Au niveau de l'Afrique, je suis tout à fait d'accord avec vous, on n'a pas une seule Afrique, il y a plusieurs Afriques. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai évité la question du lien direct entre développement et enseignement supérieur, parce qu'on n'a pas une seule Afrique, il y a énormément, plusieurs Afriques, plusieurs systèmes éducatifs et plusieurs stratégies de développement, que ce soit sur le plan social et économique. Je voudrais également souligner une deuxième chose. L'enseignement supérieur au Maroc, je vais comparer avec l'enseignement supérieur à l'île Maurice, c'est qu'il y a une grande différence. Moi, j'ai visité l'île Maurice en 2012 et c'est qu'il y a une gratuité de transport, comme vient de le dire Mme Hakam, une gratuité de transport, une gratuité également de l'éducation, la santé, la couverture sociale de tous les étudiants. Tous les étudiants ont accès à un transport gratuit. Il y a également une forte concurrence entre les régions. Les régions ou les facultés ou les institutions d'enseignement, que ce soit primaire ou secondaire, sont récompensées, reçoivent des subventions. Une particularité à l'île Maurice, c'est que les facultés, les régions ou les provinces reçoivent chaque année des subventions en fonction des lauréats, des compétences. Donc aujourd'hui, la faculté de Suisse produit des lauréats qui sont compétents à l'échelle nationale et reçoit des subventions par l'État. Et ça, c'est très intéressant. Ce sont des incitations à la formation, des incitations effectivement. Il y a également, si nous regardons aussi au Maroc, chaque gouvernement a sa stratégie de l'enseignement supérieur. On ne voit pas une seule stratégie suivie par les différents gouvernements. Si nous regardons juste la nomenclature juridique, aujourd'hui, les lauréats dans le domaine scientifique, les ingénieurs par exemple, n'ont pas le droit de faire voler un drone à 10 mètres, plus de 2 mètres. C'est la loi qui interdit aux ingénieurs. Comment vous voulez qu'un ingénieur innove un drone qui ne dépasse pas 10 mètres? Donc c'est la loi. Il y a énormément de facteurs qui bloquent l'efficacité du système, sans parler des puissances des entreprises étrangères. Au mois de juillet, au mois de juin, il y a des compagnies étrangères qui viennent s'installer à l'hôtel, ils embauchent des ingénieurs. Ils partent avec un CDI, avec un très bon salaire qui commence à 25 000 dirhams par mois. Donc, comment vous voulez, si les moyens que l'État dispose, moi qu'on puisse dire, forment les ingénieurs, ils partent. Il y a un flux de cerveau. Donc, il y a énormément de facteurs qui bloquent, sans parler bien sûr de la base de financement. Financement et dépenses d'investissement dès le primaire jusqu'au secondaire. L'île Maurice a une stratégie différente du Maroc. Il finance, il investit massivement dans le primaire ou le secondaire. Et plus le supérieur, il n'a pas besoin de... Quand on arrive au supérieur, c'est déjà on a des enseignants qui enseignent, c'est déjà... ça ne demande pas, ça demande pas des efforts au niveau du développement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre présence et je remercie encore M. Hicham et Mme Hakam pour leurs interventions
On a une pause café tout de suite, je crois que c'est vers la salle de conférence, et on reviendra pour la deuxième session. Merci beaucoup.